On reste toujours sur la thématique des Healthcare Equipment and Supply. Donc, on va terminer ici. On il nous reste à peu près quelques entreprises ici dans la watchlist. On a à peu près, on regarde la croissance des revenus de Carl Zeiss, Meditech. Donc, intéressant à aller regarder comme compagnie, surtout au niveau du business model. Posez-vous les bonnes questions. Ensuite, on regarde la marge brute ici. Elle est plutôt stable. La marge EBITDA, on constate ici qu'elle est en diminution depuis 2021, mais on reste à peu près sur la stabilité. Si on regarde à peu près en moyenne, on reste à peu près sur quelque chose qu'on a connu sur les 10 dernières années. Mais la médiane est de 15%, mais sur les derniers mois, on est plutôt sur du 11%. Pourquoi? Donc, on a une pression au niveau des marges brutes, premièrement, et ensuite au niveau des marges EBITDA. Donc, on n'arrive peut-être pas à s'ajuster en conséquence du point de vue opérationnel à court terme. Dans tous les cas de figure, on ne peut pas tirer de conclusion tant qu'on n'a pas lu les rapports financiers. Ici, on constate juste. OK? On continue, on regarde ici le nombre d'actions. On voit ici que le nombre d'actions a drastiquement augmenté depuis à partir de 2017. 2010 à 2018, ici, on a mis à peu près 10% supplémentaires. Pourquoi? C'est la grosse question. Est-ce qu'on a fusionné avec une autre entité? Ça allait vérifier. Ensuite, on sait déjà qu'on doit avoir tendance à poser des questions à ce niveau-ci. Ensuite, on regarde la dette nette sur EBITDA. Je veux quelque chose inférieur à 5. Je vois ici que la dette nette augmente énormément. La dette nette peut augmenter parce que l'EBITDA diminue. Faites attention. On a vu ici que les marges EBITDA ont diminué. Donc ça peut avoir mis une pression au niveau du multiple de valorisation ici, du multiple par rapport à la dette nette ici. Donc on voit plutôt que c'est le niveau de dette nette qui a augmenté. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a augmenté la dette nette? Qu'est-ce qu'elle a fait avec ce cash-là? Voilà des questions qu'on doit se poser. On peut également voir ici l'EBITDA de point de vue volume. Qu'est-ce qu'on a? EBITDA en termes de volume. On a quelque chose également qui a baissé. Donc attention, ça peut également être dû. Ce sont les deux éléments. Donc, émission de nouvelles dettes supplémentaires et diminution ici de la marge de l'EBITDA du point de vue volume. Donc, pourquoi est-ce que ça augmente? Pourquoi est-ce que la marge l'EBITDA diminue? Ensuite, on va regarder le free cash flow. Si on augmente la dette, peut-être que c'est pour financer ici une dépense en capital élevée, plus élevée que d'habitude. Toujours aller vérifier, ou bien une acquisition. On voit ici que la dépense en capital en moyenne est de 1%. Et là, on voit que depuis 2018, la dépense en capital a drastiquement augmenté. Pourquoi? Est-ce qu'on va avoir tendance à rester à ces niveaux-là, ou bien on a un programme d'investissement qui est présentement en place et donc on aura tendance ici à avoir une diminution de ce programme d'investissement-là bientôt. Mais ces 85 millions, en réalité, elle n'avait pas besoin d'émettre de nouvelles actions. Ou bien elle n'avait pas besoin ici de prendre la dette supplémentaire. Donc, ça allait vérifier. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Ensuite, surtout qu'on ne rachète pas des actions ici. Donc, je vais comparer les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Donc, on met ça sur le même graphique ici. Net income et free cash flow, je pense que vont dans le même sens. Je vous ai déjà montré comment vous faites ici. Prenez-les en cumulé. Mettez-les en yearly, vous les prenez en cumulé. Les deux, vous allez voir qu'il n'y a pas une énorme différence. Donc, les deux vont dans le même sens. Combien de fois les bénéfices, les analystes le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? On a une certaine croissance, mais on a une pression au niveau des marges. Je pense qu'on va être entre 20 et 25 fois les bénéfices. Je pourrais me dire que je suis même tenté à payer 15 fois les bénéfices, mais là, c'est une compagnie qui a quelque chose de très particulier, donc je vous laisse aller voir qu'est-ce qu'elle a de particulier ici. Mais je ne vois pas l'exercice d'un certain pricing. Enfin, les marges sont maintenues, mais en termes opérationnels, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail à faire. En tout cas, le marché paye 25 fois les bénéfices ici. Idéalement, on mettra 25, mais on n'a pas envie de payer 25 fois les bénéfices pour cette entreprise. On aimerait avoir bien moins que ça, parce que du point de vue opérationnel, il y a encore des nuages gris. Donc, on a des interrogations. Je viens ici dans mon surface graph, je mets AFX, ok, Carl Zeiss Meditech, voilà. Alors, on mettra 25 fois les bénéfices, comme je l'ai dit, 25 fois les bénéfices, c'est uniquement parce qu'on le paye ce montant, ce niveau-là depuis les dernières années. Je constate ici que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions sur 64% du temps, donc c'est également très limite. En termes de free cash flow également, c'est encore plus bas que ça. En termes de cash flow opérationnel, c'est également inférieur à 50%. Donc, il faut faire attention quand on décide de payer 60% ici. Donc, je pense que la métrique la plus stable, ça pourrait être ici l'EBITDA en termes de volume, ou bien le price to... Excusez-moi, ou bien ici le price to sales. Mais vu que je n'ai pas cette information-là, donc, il faut faire attention aussi. Parce que si je prends l'EBITDA, valeur d'entreprise sur EBITDA de 10, sachez que l'EBITDA peut être influencé par les marges. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir la moyenne du secteur d'activité, etc. Donc, je vais me limiter au bénéfice net ici. Ce que je vais faire plutôt, c'est ceci. Je vais prendre la marge des bénéfices nets à ce niveau-ci. On a à peu près
Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près du 11%. Je vais l'arrondir à 11%. Enfin, disons même, oui, c'est ça, on va l'arrondir à 11%. Maintenant, le revenu en lui-même, est-ce qu'il a tendance à être stable? Donc, je viens ici. On va regarder le revenu. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur le revenu? 100% du temps, ils ont raison. Parfait. 11% de 29 $ par action attendu, à peu près de 28,422. Hein, d'accord? On ne cherche pas la précision, ça fait 28,422. J'aurais pu mettre 29, que ça ne changerait pas grand-chose. 11% de ce montant-là, ça donne combien? Ça donne à peu près aux alentours de 3,17 $. 3,17 $ à 25 fois les bénéfices, ça nous donne aux alentours de 79 $. Est-ce que les prévisions à peu près sont à ce niveau-là? Bon, on n'est pas très loin, on était à 3 $ combien? Même, on est même plus haut, 3,17 $. Là, c'est 3,02 $. Bon, je vais le prendre à 3,02 $ vu que c'est moins de 10 ans, mais bon, on peut prendre 3,17 $ même, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, on va enlever la dette. Moi, la dette nette, ça donne combien? Ça ne change pas grand-chose. Moins la dette nette, voilà. On a une dette nette du point de vue en yearly, vu que c'est une compagnie européenne, dette nette de 7 $ par action. Là, on dit moins 7 $, ça donne à peu près 72 € l'action. Sous condition qu'elle reste à peu près sur une moyenne de marge de bénéfice net de 11%. OK, elle a déjà connu plus par le passé. 11%. Et quand on génère à peu près des revenus aux alentours de... Enfin, quand on s'attend à peu près... Si on regarde 29, ça fait quoi? 29 multiplié par combien? Donc, on a 29 ici. Je viens là. En 29, en termes de revenus, en termes de nombre d'actions aujourd'hui, on a 88 millions d'actions. Multiplié par 88, ça donne à peu près aux alentours de 2 552 000 000. En termes en dette d'aujourd'hui, le revenu est aux alentours de 2 170 000 000. On regarde également ici revenus, les attentes en termes de revenus. Médiane en année N+3. Ouais, on n'est pas loin du 2 500 000 000 par là. Donc, ici, même les revenus de FastGraph sont plutôt optimisés. De toute façon, il faut toujours... Ça reste une estimation de manière générale. Dans tous les cas de figure, on se dira que l'entreprise est sous-évaluée. Mais à prendre avec des pincettes parce qu'on doit comprendre on doit premièrement vérifier quelles sont les attentes, pourquoi est-ce qu'il y a une pression au niveau des marges sur les dernières années. Au-delà même de comprendre ce que l'entreprise fait et savoir si elle a un avantage concurrentiel. Au cas où elle a un avantage concurrentiel, il y a certainement un pricing power. Donc, quel est l'objectif du management par rapport aux marges bénéficiaires, ainsi que quelle est la stratégie par rapport à la croissance, et on se fait un avis par rapport à ça. Donc, en date d'aujourd'hui, je dirais que ça pourrait être intéressant d'aller regarder en profondeur. Mais payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie, je veux dire, je ne suis pas très à l'aise, je vous dirai la vérité. OK? Je ne suis pas très à l'aise. Certes, je veux mettre 72 ici, mais j'aurais pu mettre ici 3,17. Idéalement, c'est voilà, 15 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de 7, aux alentours de 40 $, entre 40 $ et... voilà, ça c'est 40 $ pour 15 fois les bénéfices. Si on monte à 20 fois les bénéfices, ça fait 3,17 multiplié par 20, moins 7. Donc, entre 40 et 56 $. Et 56 €, excusez-moi. Donc, le prix actuel est intéressant. De toute façon, ce n'est que mon avis. Le prix actuel, il est intéressant. Si les marges augmentent, et que la croissance, on a un revenu aux alentours de 2 300 à 2 500 par là, ce qui est possible, bah, on peut justifier un 72 $ l'action. Donc, 72 € l'action, excusez-moi. Donc, je mettrai ici dans ma watchlist 72 €. Dans tous les cas de figure, j'explique toujours pourquoi est-ce que j'ai mis ce prix-là et vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec moi. OK, le but est essentiellement ici de vous montrer comment est-ce que j'arrive à cette conclusion-là, afin que vous-même, vous puissiez vous poser les bonnes questions derrière. Je rappelle ici que le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. On a presque terminé ici la liste d'entreprises dans le segment ici des Healthcare and Equipment Supply. Je rappelle que j'ai fait une note d'analyse sectorielle dessus, qui est disponible dans le Top Premium. Et lundi 26 du mois de mai, on va parler ici de l'analyse, on va faire une analyse concurrentielle dans le club. Dans le club, vous avez également un lien en description de la vidéo ici. Donc, le lien vers le club est gratuit. Je mettrai cette analyse concurrentielle là-bas. Et au courant de la semaine, on choisira certaines entreprises dans cette liste-ci et on fera des notes d'analyse dessus. Donc, après la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences. De toute façon, pour faire la note d'analyse sectorielle et concurrentielle, on a dû lire les rapports financiers sur ces différentes entreprises. En tout cas, c'est le plan de la semaine de la semaine à venir, donc jusqu'à la fin du mois de mai 2025. En tout cas, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.